Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Nous nous envolons cette semaine pour Unamenchipu, la communauté Innu située tout près du village alloctone de La Romaine, dans le golfe du Saint-Laurent, à 400 km environ à l'est de cette île, au-delà de la fin de la route 138. Dans cette communauté d'environ 1200 habitants, nous rencontrons Gervais Malek, homme de communication et d'action à l'enthousiasme contagieux et aux innombrables talents. Journaliste radio, ornithologue par passion, fondateur d'une maison des jeunes, commentateur des Jeux olympiques de Paris 2024, Gervais Malek se propose, dans ses multiples projets, de faire rayonner sa langue, sa culture et sa communauté. Au micro de Catherine Égaud, cet homme visionnaire et dynamique nous présente son parcours tumultueux, les défis de la communauté d'Unamenchipu, mais surtout sa beauté et ses espoirs. Gervais Malek, bonjour. Oui, Catherine. Oui. On est ici à Unamenchipu. Oui, dans ma communauté. Dans votre communauté. Vous êtes né ici? Je suis né à Havre-Saint-Pierre, mais j'ai vécu la plus grande partie à Unamenchipu. J'ai été à l'extérieur aussi, un parti pour les études au pensionnat de Pointe-Bleue. J'ai été là 2 ans avant sa fermeture. J'ai été là quelques mois. Pour ça, je n'ai pas aimé ça, puis je suis revenu dans ma communauté. Par la suite, j'ai étudié dans ma communauté, j'ai fait les cours adultes, j'ai fait mon secondaire ici. J'ai pas tout complété mon secondaire. Par la suite, ça m'a demandé de partir aussi à l'extérieur pendant plusieurs années pour le travail. J'étais journaliste pour la SOCAM, j'étais allé travailler dans la communauté de Mingan comme organisateur communautaire, j'étais allé à Sept-Îles pour les revendications territoriales dans le monde de la communication. Et avant ça, j'étais dans la communauté comme agent de liaison pour la boîte même, qui était la boîte de négociation. Donc ça fait 23, 24 ans. 24 ans déjà en arrière. Je devais avoir 32, 33, 34 ans, quelque chose de aux alentours. C'était quoi les négociations? Les négociations territoriales avec le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. On négociait pour avoir notre autonomie au niveau des territoires, au niveau de notre destinée dans la communauté pour créer un gouvernement Innu. C'était uniquement Unamenchipu ou non? C'était toutes les communautés? Quand on parle de négociation territoriale, avant, toutes les Inuits étaient formés de négociations tout ensemble avec le Conseil Atikamekw Montagnier. Puis là, les Atikamekw ont décidé de prendre leur destinée en main à eux autres mêmes. Les Atikamekw qui sont séparés avec cette organisation parce que c'est deux nations, le Conseil Atikamekw Montagnier. Par la suite, les Inuits aussi ont décidé, il y avait les Indiens de l'Est que nous, qu'on représente, Mamitinut, puis les Indiens de l'Ouest. Puis nous, les communautés ont décidé de continuer les négociations, quand même c'était un travail qui a été déjà fait depuis plusieurs années avec le Conseil Atikamekw Montagnier. Puis tout le travail qui a été amorcé, ça allait être perdu. Donc, on n'avait pas le choix de continuer les négociations territoriales, mais plus régionales, La Romaine, Pocoshipi, Natashquan, puis Mingan. Par la suite, Natashquan se sont retirés de cette organisation-là pour se rendre avec Mamouitoun. Puis nous, on a négocié pendant plusieurs années avec les gouvernements provinciaux et fédéraux. Puis là, c'en est où les négociations territoriales? Là, il n'y a aucune négociation qui se fait avec les communautés Pocoshipi, Romaine, Unamenchipu, puis Mingan. Nous, on n'a pas de table de négociation. C'est seule la communauté de Natashquan a une table de négociation avec le conseil tribal de Mamouitoun. Donc, nous, on n'est pas en négociation. On doit traiter par communauté. C'est gouvernement avec les communautés directes. Mais il y a certaines choses qui nous réunissent encore pareil. Quand on parle de caribou, c'est tout le monde ensemble.
Ça, c'est quelque chose quand même qui nous réunit. Quand on parle de langue, quand on parle d'éducation, on a quand même des organisations qui ont resté très unies, comme l'Institut Chiakapé. Cette organisation-là rejoint vraiment pas mal les communautés. Entre autres, quand on parle de langue, quelque chose de très précieux qu'on a, notre langue encore. Parce que pour être autochtone, il faut que tu aies ta langue. Oui, c'est indissociable. Oui, c'est indissociable. La langue nous réunit encore. Si un Innu perd sa langue, qu'est-ce qu'il perd avec? C'est une grosse perte. La langue, c'est l'identité des Inuits. Si tu n'as pas la langue, tu perds ta culture. Tu ne peux plus pratiquer ta culture. Dans la communauté, tu as le Innu parlé. C'est un langue qui est très quotidienne. Mais tandis si tu es dans le territoire, ça, c'est une autre langue qui est utilisée. Là, les vrais mots Innu sont utilisés. La plupart, comme moi, que j'utilise, mais que je n'utilise pas aussi, parce que je vais au moins dans le territoire. Mais si on amène un Innu qui va souvent dans le territoire, je pense que j'aurais de la misère un peu à le comprendre, parce qu'il utilise vraiment le vrai Inuyamun, la langue Innu. Et comment se portent les Noémoun à Unamen-Chippewa? Ils se portent bien. Par contre, ce qui nous joue des tours, c'est Internet, les réseaux sociaux, les vidéos qui passent. Puis les jeunes sont très, très, très accrochés par ça. Mais avec l'isolement, ça nous aide, l'isolement. L'isolement, ça nous aide à sauvegarder notre culture, puis en sauvegardant notre culture, on sauvegarde encore la langue. Parce que les enfants encore sont amenés encore dans le territoire, sont amenés à chasser très jeunes. Puis ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Demain matin, la route est ouverte. Ça, c'est une autre game qu'on va jouer. C'est une autre affaire. Parce que la route 138 ne se rend pas jusqu'ici. Elle arrête à Kegaska. Et qu'est-ce qui va se passer quand la route va se rendre ici? On n'est pas préparé encore pour comment on va faire face à cette ouverture-là. Les gens, comment ils vont agir? Ils vont-tu sortir de la communauté ou bien ils vont rester? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que là, les gens vont être portés à partir plus à cette île, Québec, aller rester là-bas pour améliorer leurs conditions. Puis leurs enfants qui vont amener là-bas, vont-ils vouloir revenir à la communauté? Non, parce qu'ils vont avoir un train de vie là-bas. Si on ne se prépare pas à l'avenue de la route, j'ai bien peur, moi. C'est important de bien se préparer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder la langue, la culture? Si on ne se donne pas les moyens à valoriser la langue, à valoriser le Inuitun, toutes ces activités-là vont être amenées à être oubliées. C'est pour ça que moi je dis, si on se donne les moyens, mettons, on va donner plus de formation au niveau de la langue, des activités. Ça va être quelque chose qui va rester. Je pense que c'est très important de bien y réfléchir. Il faut se poser la question au niveau du développement économique, au niveau du développement communautaire, au niveau des infrastructures, au niveau du tourisme. C'est beaucoup de choses qu'il faut déjà penser. Mais nous, si on met en valeur certaines choses, on va pouvoir dire aux touristes, regarde, c'est ça nous qu'on fait. Voilà ma culture, je vous le présente. Tu veux-tu y participer? Donc, on ira au large, on ira ramasser du homard. C'est ce qu'on est en train de développer dans la communauté au niveau du homard. On pêche le homard, puis au niveau aussi du saumon. Mais il y a d'autres choses qu'il faut développer pour garder notre culture vivante. Regarde, moi, juste l'observation des oiseaux, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Entre autres, mettre en valeur les oiseaux migrateurs qui passent ici. Nous avons une espèce rare dans la communauté qui est la sterne caspienne, qui nidifie juste dans notre communauté. Il y a un île ici au large, c'est juste en face de la communauté. Puis c'est le seul endroit qui nidifie. Et aussi dans la mer Caspienne et dans l'Ouest canadien, puis aux États-Unis. Il y a 3 zones en Amérique. Il y a la Romaine, dans l'Ouest canadien, puis aux États-Unis. Puis la mer Caspienne aussi. Et qu'est-ce qu'elle a, cette sterne-là? Il y a un cri rauque, là. Ouah! Ouah! ça a une particularité. Et la sterne arctique, c'est une petite espèce, après ça, tu as le goéland. La sterne caspienne est moyenne. C'est une belle espèce, puis c'est une espèce rare. Donc, c'est pour ça, moi, je dis qu'il faut mettre en valeur toutes ces affaires-là. La truite, la choucroutée, nos traditions, notre langue,
Puis c'est toutes ces affaires-là, moi, que j'aimerais ça, que la communauté se pose la question. Oui, on va mettre en valeur, puis on va sauvegarder ça, puis on va se donner des moyens pour que les gens puissent rester dans la communauté. Il faut développer des choses. Et qui devrait prendre la direction de ça? Est-ce que c'est le conseil de bande? Le leadership, c'est le conseil de bande. Donc, lui doit avoir une vision qui dit dans 5 ans où est-ce qu'il veut amener la communauté, dans 10 ans, dans 20 ans. Pas juste penser sur 2 ans lors des élections. Puis c'est très court, 2 ans. Ouais. Donc, il faut avoir une vision avec nos leaders puis la communauté. Puis si on se donne des visions, c'est sûr qu'on va se donner des moyens. Puis évaluer ça dans tous les 5 ans. Puis aussi, avant de faire ça, il va falloir qu'on évalue d'où est-ce qu'on arrive, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut amener nos jeunes. C'est tout un exercice à faire. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très important si on veut aller de l'avant. Confluent rencontre, Gervais Malek. On est en mai 2025. Les prochaines élections au conseil de bande, c'est août 2025. Allez-vous vous présenter? Non, pas pour le moment. Pourquoi pas? Oh oui, pourquoi pas, oui. Non, parce que je peux contribuer autrement. Comme ce que je suis en train de faire, je suis responsable de la formation générale des adultes. Donc ça, si je peux aider 4-5 finissants une fois par année, c'est déjà beaucoup. La richesse que je viens de développer au niveau des connaissances. C'est parce que la base de la société, c'est l'éducation. Donc, il faut amener ces gens-là vers l'éducation. C'est sûr, nous autres, dans la communauté, on n'est pas très scolarisés. De plus en plus, on commence à avoir des personnes qui ont des bacs, qui ont des certificats au niveau cégep. Mais on en a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas atteint vraiment leur secondaire 5. Donc, c'est ces personnes-là qu'on veut les récupérer pour les réintégrer dans le système de l'éducation. Puis, je pense on est dans une bonne voie. On a ouvert un FGA, Formation générale des adultes dans la communauté. Ça, c'est très récent, ça. Octobre de l'année passée. Oui, c'est récent. Oui. Là, on est en train de se donner des moyens pour atteindre certaines choses. Parce qu'on a formé des gens, des opérateurs de machinerie lourde, des charpentiers à AEP, puis très prochainement, peut-être aussi des menuiseries. Donc, il faut se préparer sur différentes choses, sur le tourisme, sur notre culture, sur notre langue. La communauté s'est donné, il a ouvert dernièrement un genre de pourvoirie marine auquel il envoie les gens au large pour aller prendre du homard. C'est quand même une petite affaire, mais qui reste, on a une auberge, des belles auberges. Quand même, il y a des gens qui commencent à se préparer une petite révolution tranquille qui se fait dans la communauté. Mais il va falloir qu'on développe d'autres secteurs d'activité pour donner l'espoir aux gens. Ce qu'on entend dire beaucoup de la jeunesse d'Unamen-Chipou, c'est qu'il y a un problème de drogue quand même. Oui, c'est ça. Il y a deux choses, il y a deux réalités. Il y a ceux qui veulent continuer, puis il y a ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Il y en a ceux qui se droguent. Je me suis toujours dit quand j'étais jeune, Gervais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Veux-tu continuer à aller à l'école? Ou tu veux aller dans le bois, aller pratiquer tes affaires? Ou tu veux travailler? Ou tu veux t'asseoir sur ta caisse de bière et ta drogue? Ça, je me suis posé beaucoup quand j'étais jeune. Puis je me suis dit, je vais aller travailler. Oui, dans le passé, j'ai occupé beaucoup d'emplois très quand même importants dans les communautés où j'ai vécu, où j'ai resté. Puis j'avais beaucoup de pression. J'avais beaucoup de pression au niveau du travail. Moi, le dernier travail que j'ai occupé à Pocoshipi, j'avais 5 emplois. J'étais adjoint à la direction générale, je m'occupais des communications, je m'occupais de l'emploi de formation, je m'occupais du comité de trappe, je m'occupais un peu du pastoral aussi. Donc, ça m'a donné beaucoup de pression. Puis ça m'a amené à consommer. Puis au début, c'était juste l'alcool. Par la suite, c'était la drogue, la cocaïne, pour le virer en crack. J'étais rendu là. Ouais, puis ça a pris beaucoup d'importance dans ma vie. Puis depuis quelques mois, j'ai dû arrêter de consommer, me reprendre en main. Puis jusqu'à date, ça va super bien. Ma vie
Je me suis repris, puis je me suis pris en main. C'est quelque chose que je ne souhaite pas à d'autres personnes qui puissent vivre ce que j'ai vécu, surtout la dépendance ou la drogue dure. C'est vraiment quelque chose. Mais c'est bien que les gens qui en sortent en parlent aussi, ça donne de l'espoir. Oui, justement, en parlant d'espoir, j'ai ouvert dernièrement des réunions ENA, réunions narcotiques anonymes dans la communauté, auxquelles on fait des meetings une fois par semaine. Puis le nom de notre groupe, c'est le groupe Espoir. Puis ça, moi, j'adore aller une fois par semaine. Ça me permet aussi de ventiler, aller voir, sortir de chez nous, puis faire des choses. Puis en même temps, ça crée de l'espoir pour certains qui sont pris encore dans cette tourment, dans cette dépendance-là. Parce que chez les NA, la consommation de boisson est aussi considérée comme une drogue. C'est dans la même affaire. On a reçu notre kit de départ. Ouais. Puis là, on a des jetons pour remettre ceux qui ont fait le premier mois, le 2 mois, 3 mois. Puis ils sont en INO, qui nous a été envoyés par l'Organisation de narcotiques anonymes. Puis j'en suis très fier. Parce que quand j'ai décidé de faire les meetings ENA, ça a commencé la journée même où j'ai arrêté. Le lendemain, on était déjà inscrits à l'Organisation ENA Québec. Comme quoi on était annoncé. Déjà, ça passait très vite. C'est pas tout le monde que je recommande de suivre mon chemin. Parce que mon chemin a été parsemé de toutes choses, de toutes bas. J'ai été dans la consommation, comme on s'est dit. Puis j'ai été aussi dans le marché du travail. J'ai mobilisé les gens. J'ai fait de la communication. J'ai tout fait. J'étais même en politique. Ah oui? J'étais vice-chef de ma communauté. Ah ben quand même alors. Ah oui, j'ai adoré l'expérience pendant 2 ans, oui. 2 ans, c'est très court. Moi, quand j'étais là, la première année, on étudiait, puis on étudiait les dossiers, comment qu'on allait travailler là-dessus. Puis deuxième année, tu étais déjà en campagne électorale. C'est quand même très court, 2 ans. 3 ans, 4 ans, c'est quelque chose d'idéal, mais 3 ans, moi, je pense que 3 ans, c'est correct. C'est pas long, c'est pas court. Je suis pas un mauvais politicien. Ça, c'est l'autre aspect. C'est douloureux moins longtemps. Oui. 4 ans, c'est encore plus douloureux. Gervais Malek, vous êtes aussi, entre autres 1000 choses, interprète. Oui. Ça demande une capacité de concentration extraordinaire. Beaucoup. Ça m'aide beaucoup aussi, ma TDAH. Ça me permet de penser très vite en même temps. Puis je suis quelqu'un quand même qui pense souvent, puis des fois, j'ai de la misère à dormir. Puis là, il faut que je développe des trucs pour dormir. Mais entre autres, ça demande beaucoup de concentration. Puis ça demande beaucoup le cerveau, il faut que tu demandes beaucoup à travailler 2 fois plus vite. Parce que quand même, il faut trouver le mot que tu ne trouves pas, comment tu vas l'interpréter, comment tu vas le transmettre. Ça, c'est toutes des choses que je dois composer en si peu de temps. Puis moi, j'ai quand même la capacité, si je suis capable d'interpréter, je pense que ça m'a aidé un peu mon TDAH. Confluent rencontre Gervais Malek. Puis vous aviez fondé une maison des jeunes à un certain point aussi. Oui, j'étais jeune dans ce temps-là. Je devais avoir 17 ans, 18 ans. C'était la première maison des jeunes. Il y avait les clubs des jeunes dans le temps, je me souviens, mais avoir une maison des jeunes dans la communauté, c'était une première. Puis ça, je suis très fier. Puis par la suite, il y a eu des maisons des jeunes dans la communauté. Puis ça, c'est quelque chose que je n'oubliais pas. Mobiliser les jeunes. Comment qu'ils étaient content d'avoir une maison. Mais il fallait rouler cette maison des jeunes-là. Ben oui. C'est bien beau de créer la maison des jeunes, mais il faut le rouler, il faut mettre une programmation, il faut mettre des activités, développer des choses. C'est des amis qui m'ont aidé. Je me souviens, là, on peinturait les murs avec les bandes dessinées qu'on voyait dans Radio-Canada. C'est toutes ces affaires-là. Puis, c'est dans une locale à Air-Urbain. Puis là, il fallait que je fasse des murs. Donc, on est allé cogner au magasin pour dire « Tu te sers-tu de tes gros cartons? On veut les récupérer. » On a récupéré, on a fait des murs avec ça. OK.
Puis on faisait des dessins dans les murs en carton. J'avais mon bureau en carton. J'avais notre petit coin pour travailler, un petit coin pour un petit salon, puis une place pour faire des activités. J'avais beaucoup d'imagination. J'ai encore beaucoup d'imagination. Dans mes temps, moi, dans les organisations que je fais, j'ai organisé aussi des tournois de hockey. Puis moi, en organisant toutes ces affaires-là, j'ai développé à faire des affiches, à faire du graphisme, des posters, des affiches. Dans les communications, toujours. Hein? Oui, toujours dans les communications. Puis j'adore ça. Vous êtes allé aux Jeux Olympiques, si on peut dire. Oui, justement, regarde, j'ai eu une reconnaissance de Paris 2024. Radio-Canada, puis je suis tellement fier de ça. Les Jeux Olympiques, c'était pour moi une grande opportunité. Mais vous êtes allé comme interprète, là, pas comme sportif. Là. Non. Je suis allé pas comme interprète. Je suis allé comme commentateur et analyste. Commentateur et analyste en Innu-Yamoun. En Innu-Yamoun, il fallait décrire. Il y avait le basketball, il y avait le judo, il y avait le skateboard, qui est très méconnu dans la communauté, puis il y avait le canot-kayak. Ah, ça va. Oui. Puis il fallait qu'on décrive ça en Innu, ces jeux-là. Moi et ma collègue Joyce, on était deux. Puis il y avait aussi des Atikamekw, des cris aussi qui faisaient ça. Mais nous, on a fait ça live, en direct. Tu mets le paquet. La première position était au Japon. Le Japon, c'est toutes ces affaires-là, nous, qu'on décrit. On mettait l'émotion aussi. Ah oui, il faut. Écoute, tu veux te faire écouter, donc il faut mettre le paquet. Commenter les Jeux Olympiques, c'est pas rien. C'est de la pression, ça, quand même. Non, moi, j'ai pas pris ça. J'ai pris ça très à la légère. Regarde, c'est une première. Puis c'est sûr, j'avais les tracks de mes débuts quand j'ai commencé à travailler à la radio. Les 10 premières secondes, le track est monté. Bon, Gervais, plonge. C'est ce que j'ai fait, puis ça a bien marché. Quand même, avec les années d'expérience au niveau de la radio communautaire, au niveau des communications, ça m'a beaucoup aidé. C'est comme on fait aujourd'hui. C'est comme naturel pour moi. Mais dans ma langue aussi. Ouais. Qu'est-ce qui va bien à Uunamene-Chipou? Parce qu'on a parlé des problèmes, là, on a parlé de drogue, il y a un problème de logement aussi, la route qui sort bien, qui va apporter des bonnes et mauvaises choses. Qu'est-ce qui va bien? Parce que les gens sont très... Le printemps, c'est une période auquel les hommes partent à la chasse. Ça va super bien. Il y a de l'outarde, puis il y a du monde qui s'en vont, puis ils reviennent avec l'outarde auquel leurs femmes, membres de la famille ou leurs femmes préparent l'outarde. Ça, c'est quelque chose qui va bien, moi, je dis. Puis en plus, le fait que nos jeunes aillent à la chasse, en même temps, c'est un facteur de protection. La chasse, la langue qu'ils développent, le rapprochement qu'ils se font, c'est une protection pour ne pas consommer. Donc, c'est quelque chose qui va bien. Aller dans le territoire, ça va bien. Parce que puisque les jeunes vont à l'outarde. Ça, c'est une chose qui va bien. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui vont bien. Il y a du monde qui travaille, il y a du monde qui donne naissance, il y a du monde qui va en thérapie. C'est quelque chose quand même. Oui, on vit beaucoup de problèmes au niveau de la consommation, puis autres affaires. Mais il y a quand même le côté aussi qui va bien de la communauté. Je reste très optimiste, moi. Je reste optimiste dans ce village-là, un jour, va être un village qui fait déjà bon vivre, mais c'est juste à améliorer certaines choses. Vous êtes bien à Uunamene-Chipou, c'est chez vous? Je suis bien dans la communauté, très bien. Je me sens bien. Revenir à la source, là, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi. C'est quand même, je suis parti de chez nous 10 ans. Je suis allé travailler à Pacochipi pendant 10 ans, quelques années à Sept-Îles pour les études, pour le travail, Mingan. Puis j'ai quand même pratiqué le nomadisme de façon contemporaine. Comme tous les Inuits. Oui, comme tous les Inuits. Les Inuits sont nomades. Hein? Oui. Mais j'ai tout le temps vécu dans la communauté. Quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé ma communauté. C'est quelque chose qui m'a imprégné depuis mon jeune âge. Pas le fait que tu as quitté 10 ans ton chez-toi, que tu vas l'oublier. Vous êtes attaché ici. Très attaché. Le territoire aussi. Le territoire ou la nature, oui. Puis au niveau spirituel, parce que ici on est chez vous, ça sent la sauge. Oui. Est-ce que vous avez renoué récemment avec la spiritualité ou ça a toujours été là?
Aujourd'hui, j'accorde beaucoup d'importance à ma spiritualité. Chaque matin, je me lève, je fais ma prière. Je demande au Créateur, au Dieu, d'équilibrer ma conscience, mon physique, ma spiritualité, puis mes émotionnels. Puis je trouve ça important de bien équilibrer mes affaires. Parce que moi, la spiritualité, ça peut être n'importe quoi. Ça peut pas juste être le tambour, puis la sauge. Moi, la spiritualité, c'est tout. C'est le lien que je fais avec les prières. Parce que moi, j'y crois beaucoup au bon Dieu, à la croix, au Saint-Esprit, puis à Jésus. Moi, je me lâche tout. Parce que toutes ces affaires-là, la sauge, la croix, c'est juste des instruments de Dieu pour rappeler que Dieu est là. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vos fils? Ils ont quel âge, vos fils? Mon fils a 17 ans, puis mon autre fils a 19 ans. Ah oui, c'est des grands. Puis j'ai déjà un petit-fils. Ce que je souhaite de mes 2 garçons, j'aimerais ça qu'ils réussissent comme j'ai réussi moi aussi. Puis je veux qu'ils travaillent, je veux qu'ils contribuent à la société. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde espère à son enfant. Même s'il ne fait pas les grosses études supérieures. Bon, regarde, si tu as un job que tu vas aimer, comme j'ai fait moi-même, je pense que ça va aller mieux. Puis ne pas tomber dans le piège de la consommation. Je suis content. Fier de moi, fier d'eux autres. Malgré ma vie, la façon dont je l'ai menée, mais je ne regrette pas. Comme la chanson qui dit « Non, je ne regrette rien ». Edith Piaf. Exactement. Non, maintenant, je ne regrette pas. Le passé est passé. Je ne peux plus revenir sur le passé et changer les choses. Non, c'est impossible. Gervais Malek, merci. Tu n'as qu'à venir gagner. Tu n'as qu'à venir. Jinash Kometin à Gervais Malek pour cette rencontre placée sous le signe de l'effervescence, de l'espoir et d'une croyance profonde en l'humain. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. La production de cette émission est possible grâce au soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et de la Fondation Lucien Labelle.